Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très très heureux de pouvoir co-présenter ce webinaire avec Hélène. Quelques petites règles du jeu. Le but du webinaire, c'est avant tout de pouvoir intervenir sur plusieurs sujets. Euh, ça a été un régal de pouvoir le co-construire avec chacune et chacun d'entre vous. Et au final, vous aurez toutes les personnes qui sont présentes un peu plus en tant que viewer, en tant que spectateur, un temps de parole dédié à la fin pour pouvoir échanger. De mon côté, je regarderai sur le chat et je me permettrai d'étayer les débats, les sujets, les discussions. Mais on a vraiment un temps dédié pour que vous puissiez interagir avec micro ouvert, etc., sans aucun problème. Donc le sujet d'aujourd'hui, les femmes au sein de l'industrie vidéoludique. Je fais juste une petite passe sur l'organisation. Alors, ce webinaire est organisé par l'agence e-sport. L'agence e-sport a trois piliers très simples que je vais faire rapidement. On travaille sur de la création d'emplois. Donc, on a un accélérateur de start-up qui s'appelle Pexin et qui travaille avec le village Baïséa sur Toulouse. Et notre but, c'est d'accompagner les startups avec la couche spécialisée de l'e-sport et de l'entertainment. Le deuxième, c'est globalement le cadre dans lequel est organisé ce webinaire comme les trois autres webinaires précédents. C'est le club business. Euh, Globalement, nous regroupons tout un ensemble de sociétés qui sont spécialisées dans l'e-sport ou non, mais en tout cas des entreprises qui ont tous en commun de vouloir à minima appréhender le sujet de l'e-sport. Le fait d'organiser des webinaires fait partie des choses qui rentrent dans le cadre du club business. Il y a beaucoup d'autres choses. Pour ça, je vous inviterai juste à consulter le site. Et ensuite, nous donnons des formations au sens large et surtout de l'évangélisation de ce qu'est l'e-sport, que ce soit au niveau des dirigeants d'entreprise, que ce soit au niveau scolaire, université, école. Je ne m'épanche pas plus. Là encore, n'hésitez pas à aller consulter le site pour vous faire un ordre d'idée. Pour ce soir, alors, premièrement, grand merci. On va commencer par présenter dans un premier temps notre animatrice et moi, et ensuite tous nos intervenants. Et ensuite, on a divisé le débat, si on peut appeler ça un débat, en trois chapitres. Le premier, la parité dans l'industrie, industrie vidéoludique, et on pourra, vous verrez avec les personnes présentes autour de la table, même extrapoler sur la parité dans le numérique au sens large. Ensuite, la représentation des femmes, l'image que l'on peut avoir des femmes dans l'industrie vidéoludique, dans le numérique. Et là encore, n'hésitez pas à intervenir via le chat. Et ensuite, une partie un peu plus courte sur des témoignages que vous, intervenant autour de la table, vous avez pu vivre, des actions que vous auriez faites. Et ensuite, on prendra le temps d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous. Hélène. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente. Donc, je travaille dans un petit studio de jeux vidéo indépendant qui s'appelle The Seed Crew et qui est né en 2019. Et c'est une entreprise qui se définit comme une entreprise à impact social. Et on fait des jeux vidéo qui sont notamment destinés à la formation en entreprise et qui ont pour but de sensibiliser à des problématiques autour de la mixité, de la diversité et de l'inclusion. Le premier jeu sur lequel on travaille s'appelle Recover et son premier module porte sur le sexisme. C'est donc pour ça que je suis très contente d'avoir l'occasion d'écouter les intervenantes et les intervenants ce soir et d'échanger avec eux. Et au sein du studio, je m'occupe plus précisément des recherches et de l'écriture de l'histoire. Voilà. Pour ma présentation, est-ce que tu veux enchaîner, Rodolphe? Allez. Donc, je ne me représente pas, je travaille à l'agence e-sport et je suis président de l'agence e-sport. Après, j'ai d'autres activités qui sont mon travail normal, mais pour ce soir, je serai président de l'agence e-sport. Et ensuite, nous allons passer. Hop. Alors, Angélique, est-ce que tu veux prendre la parole pour nous présenter un petit peu ton parcours, tes activités? Oui, bien sûr. Donc, Angélique Dominguez, je fais partie de l'association Women in Games. Plus particulièrement, je suis très active sur le pôle e-sport. Donc, l'incubateur qui est là en fait pour pouvoir accompagner les joueuses vers les scènes de notamment League of Legends ou R6 est créé depuis l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'étais joueuse.
Et cette année, je suis manageuse. Et à côté de ça, je travaille dans la finance, donc qui n'a rien à voir et c'est totalement possible de tout lier. Joli parcours. Merci. Nicolas, est-ce que tu veux dire 2 mots? Oui, bonsoir, je veux bien dire 2 mots. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Bezombe. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris en STAPS et parallèlement à ça, je suis également le vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation au sein de l'association France e-sport qui rassemble à la fois les acteurs associatifs et économiques du secteur pour, on va dire, constituer une voie unifiée du secteur auprès des pouvoirs publics. Voilà. D'accord. Ensuite, je ne sais pas, Léa, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, oui, bonjour à tous. Léa Ponce, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je travaille avec Clément, mon collègue, dans la société Soprasteria, qui est donc une entreprise de services du numérique. Et je suis chargée de projet RSE au sein de Soprasteria, donc plus particulièrement sur les problématiques sociales. Et donc, je m'occupe de tous les projets, notamment liés à l'égalité femmes-hommes et à la promotion des femmes dans le numérique. D'accord, merci. Et du coup, Clément, tu travailles dans la même société. Est-ce que tu peux nous Ouais. détailler un petit peu ton rôle? Oui, c'est ça. Donc, je travaille avec Léa chez Soprasteria. Je suis chef de projet en communication au sein du service marque employeur. Et donc, j'ai un petit parcours dans l'e-sport, puisque j'étais auparavant responsable communication d'une structure. Et aujourd'hui, on essaie de garder ce petit lien, puisque au sein de l'entreprise, on met en place quelques événements pour nos collaborateurs autour de cette discipline. Merci beaucoup. Je pense qu'on a des parcours très variés et des perspectives qui vont offrir des échanges intéressants. Du coup, je te laisse représenter le premier sujet, Rodolphe. Allez, c'est parti, premier chapitre. Hop. Premier sujet, et non des moindres, la parité dans l'industrie vidéoludique. L'image parle d'elle-même. On a pu, si on reprend l'histoire des jeux vidéo, simplement en termes d'introduction, on a souvent eu des super-héros garçons qui devaient sauver des princesses. Beaucoup de personnes ont pris le contre-pied. Si déjà cette image fait réagir certains des intervenants autour de la table ou des avis ou des positionnements, n'hésitez pas. Sinon, je peux lancer plein de choses. La présence des femmes au sein des studios de jeux vidéo et plus largement des entreprises numériques, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution vers une parité, une égalité? Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que... Je pense qu'il y a indéniablement une tendance positive qui se crée depuis les 10 dernières années, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans les filières numériques et a fortiori dans les filières des jeux vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que le constat, je pense, est le même sur les deux secteurs. C'est-à-dire que dès les écoles et dès le plus jeune âge, il y a une disparité qui se crée avec, je pense, seulement 20% de femmes dans les filières scientifiques et informatiques. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, par exemple, chez Soprasteria, il y a donc une part assez faible de femmes dans le groupe, mais parmi ces femmes-là, la plupart des femmes sont dans les filières qui ne sont pas des filières techniques, qui sont des filières de support, de RH. Et on retrouve ce même constat dans l'industrie du jeu vidéo où la plupart des femmes qui travaillent dans ce milieu vont être plus dans des fonctions dites créatives et moins dans des fonctions informatiques. Et je trouve que c'est un constat qui est intéressant. Et après, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de femmes parmi les jeunes qui jouent et qui donc, a fortiori, vont petit à petit de plus en plus peupler les écoles qui mènent vers des métiers liés aux jeux vidéo et les entreprises de jeux vidéo elles-mêmes. Donc, il y a encore du progrès à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et à ton avis, est-ce que le jeu vidéo peut, ou à votre avis en général, est-ce que le jeu vidéo peut être une sorte de canal d'acquisition dès le plus jeune âge pour féminiser peut-être un peu plus la filière?
Juste pour rebondir et pour corroborer déjà ce que disait Léa, c'est que au-delà du numérique que je connais pas particulièrement parce que c'est bien trop vaste pour moi, sur l'industrie du jeu vidéo, selon le dernier baromètre du SNJV, donc qui est publié chaque année, qui fait un état des lieux, enfin qui dresse un état des lieux, on va dire, de l'industrie vidéoludique sur le territoire français, selon leur dernier baromètre, il y a 14% de femmes aujourd'hui dans l'industrie de la création du jeu vidéo. Et seulement 4% dans les métiers qui ont trait à la technologie, quoi, donc à la tech. Donc ça Exactement. corrobore exactement ce que dit Avec Léa. 91% dans les filières plus créatives au sein du jeu vidéo. Donc effectivement, on retrouve cette dichotomie que l'on voit apparaître finalement bien plus tôt dans des formes de socialisation, on va dire scolaire, à savoir cette distinction genrée sur les matières qui peuvent être soit littéraires, soit plutôt axées autour des sciences et des techniques. Et donc la technologie en fait partie, et où effectivement on se rend compte que c'est très tôt en fait que cette distinction se crée, et en tout cas que ces représentations se construisent et se solidifient. Et donc bien évidemment que ce soit le jeu vidéo ou n'importe quelle autre, on va dire, discipline qui a trait à la technologie, au numérique et ainsi de suite, à partir du moment où elle sera valorisée dès le plus jeune âge dans le milieu scolaire et aussi dans le milieu familial, hein, bien évidemment, permettra certainement de lever certains obstacles, certaines barrières qui sont des barrières finalement de représentation et des vraies barrières sociologiques. Donc, encourager bien évidemment toutes les jeunes filles. Quand je dis les jeunes filles, c'est même les petites filles, ou en tout cas ne pas les décourager déjà dans un premier temps à utiliser des outils technologiques. Ça commence par avoir le droit ou en tout cas avoir des voitures télécommandées, hein, ça commence déjà rien qu'avec ça, quoi. Ensuite, jouer à des jeux vidéo, faire du codage informatique ou des choses comme ça. Tous ces aspects-là ouvre des possibles en fait dans la construction de ces petites filles, et à se dire en fait tout m'est possible, et c'est pas simplement les voitures télécommandées, c'est pour les petits garçons, le codage c'est pour les petits garçons, et puis moi il me reste peut-être la danse et je sais pas les châteaux de princesse, quoi. Il y a d'autres possibilités, quoi. Tout à fait. Et pourtant les premières programmeuses étaient des femmes à l'origine, puisque le travail de programmation était considéré comme fastidieux et ennuyeux, et donc c'était les femmes qui s'en chargeaient, et comme quoi c'est vraiment fondé sur des stéréotypes qui sont vraiment ancrés dans la société, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est hyper important de le préciser, c'est que les femmes, elles ont toujours été présentes dans ces secteurs-là, dans ces milieux-là, hein. Je connais pas encore une fois suffisamment bien tout le numérique, mais en tout cas la tech et le jeu vidéo, pour le coup, effectivement, les premières programmeuses étaient des femmes. Lors des premières, on va dire les premiers développements des jeux vidéo, il y avait déjà des femmes, et lors des premières compétitions de jeux vidéo, il y avait déjà des femmes. La vraie question, c'est comment se fait-il qu'elles se soient faites invisibiliser pendant tant d'années, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un tel écart, une telle disparité genrée dans les métiers de la production, à la fois numérique et du jeu vidéo, quoi. Et surtout, pour rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, par rapport à le tel jouet pour les filles, tel jouet pour les garçons, ça fait quelques années justement que les constructeurs, ils ont changé les couleurs, ils ont essayé de faire des couleurs plus neutres pour que des garçons jouent à la poupée et que des filles jouent aux voitures télécommandées. Donc, a priori, vu que ça fait quelques années, on peut s'attendre à ce que avoir les résultats, c'est ça qui est difficile. On voit les résultats 10-15 ans après, quand ces petites personnes ont grandi. Donc, Oui, alors tu as raison, mais il y a des efforts qui sont faits, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, si tu regardes un compte Twitter comme Pépite Sexiste, tu retrouves même aujourd'hui, en novembre 2020, dans les catalogues de certains jouets ou dans certaines enseignes tu vois, de grande distribution, encore une fois, je sais pas moi, des cartes postales pour les garçons, des cartes postales pour les filles, tu retrouves encore des jouets, des rayons pour les garçons, des rayons pour les filles. Donc, bien évidemment qu'il y a des initiatives qui sont faites, mais ça se fait petit à petit, et effectivement, les effets, ils sont difficilement mesurables à l'échelle de quelques années. Ça se mesure finalement à l'échelle de plusieurs générations. Et c'est ça aussi qui est épuisant, on va dire, pour tous les groupes d'entraide et tous les réseaux d'entraide qui se créent pour essayer de changer un peu la donne. C'est que les résultats ne se voient que bien plus tard, parce que pour déconstruire une construction sociale genrée qui est acquise depuis des décennies, même des siècles, ça se fait pas en 2-3 ans, quoi. Donc c'est forcément un petit peu fastidieux, quoi. et là, du coup, on parle au niveau français. Est-ce que vous avez une idée si au niveau européen, il y a les mêmes types de stéréotypes au niveau mondial? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est notre pays uniquement?
Ça, j'ai pas la visie. Peut-être sur des retours peut-être un peu plus métiers par rapport à vos quotidiens. Je ne sais pas si on pourrait dire que ça change d'un pays à l'autre, mais pour revenir à ce qui a été dit et notamment à ce que tu as dit, Rodolphe, on n'a pas forcément qu'un rôle à jouer de la part des constructeurs, hein, par rapport aux jouets, par exemple, mais pour moi, on va aussi avoir un rôle à jouer au niveau du cercle familial, que ce soit les proches, les parents. Lorsqu'on va initier son enfant à une discipline sportive, culturelle, on va pas dire, bah, ma fille, elle va faire de la danse et mon garçon, il va faire de la boxe. On va essayer de leur présenter l'ensemble des choses pour que eux se fassent leur propre choix au final, pas forcément les forcer à faire une discipline en disant bah, comme tu es une fille, ça serait bien que tu fasses de la danse puisque c'est assez culturel, c'est artistique, ça correspond bien à l'image de la femme. C'est ce qu'on arrive à se dire. Et il faudrait que ce changement se fasse à ce niveau-là aussi. Et pour rebondir là-dessus, c'est que il faut que ça se fasse de manière, on va dire, la plus globale possible, parce que étant jeune papa d'une petite fille, je peux vous assurer que chez moi à la maison, là, on fait bien attention à ne pas genrer notre éducation, mais il n'empêche qu'elle passe quand même majoritairement du temps à l'école avec des copains et enfin en tout cas des camarades dont les parents ont peut-être pas forcément, en tout cas, on va dire, cette sensibilité-là, et donc forcément les stéréotypes de genre, en fait, se passent très vite dans la socialisation scolaire, quoi. Et donc, malgré tout, bien que nous, à la maison, on fasse plutôt attention à pas genrer, on va dire, nos pratiques à la fois de loisirs, ou nos pratiques sportives, bah, il n'empêche qu'au final, aujourd'hui, elle adore les princesses et elle veut porter que du rose, quoi. Et c'est la réalité. Et bien évidemment, on l'en empêche pas, mais c'est quelque chose qui doit se faire dans toutes les familles, effectivement, en tout cas, offrir un maximum de possible, quoi. Et pour répondre à ta question sur les aspects, on va dire, culturels, je pourrais pas me prononcer encore une fois sur autre chose que l'e-sport à ce niveau-là, mais on se rend compte quand même qu'il y a des différences culturelles, oui, selon les différentes sociétés, et notamment en Asie du Sud-Est, ça a été plusieurs fois pointé du doigt, que bien évidemment on retrouve des similitudes en termes de stigmatisation et d'ostracisation des femmes dans la pratique du jeu vidéo en compétition et dans le secteur, mais en tout cas dans, on va dire, la façon de le consommer, de le visionner, et ainsi de suite. En Corée du Sud, notamment, c'est plutôt maintenant bien démontré que les femmes sont bien plus nombreuses, notamment pour assister aux compétitions, pour les regarder, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose, même si en Europe, en Occident, on a près de 25% de femmes qui sont des consommatrices d'e-sport, comme on pourrait les appeler. C'est bien plus important en Corée du Sud, donc certainement qu'il y a des aspects culturels à prendre en considération. Ouais. Après, pour rebondir là-dessus, il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de rôles modèles et les femmes aussi arrivent à se visualiser, en fait, à se projeter et dire pourquoi moi je pourrais pas faire pareil. Et c'est aussi le fait que tout le monde y mette du sien, comme tout le monde l'a dit jusqu'à maintenant, où ça fera changer les choses, en fait. C'est vraiment quelque chose, c'est un travail de fond et c'est pour les générations futures où on aidera vraiment les petites filles et aussi les petits garçons à faire ce qu'ils veulent, hein. C'est un peu dans les deux cas. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des productions vidéoludiques qui sont destinées aux filles, par exemple les automés, les jeux pour filles, et les jeux drague, etc., qui à la fois s'ancrent dans des normes genrées très strictes et très traditionnalistes, en même temps qui vont ouvrir le numérique et le jeu vidéo aux filles. Je pense notamment aux studios qui ont été créés par des femmes dès les années 90 pour, comme ça, ouvrir les productions à de nouveaux publics. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode ou pas? Est-ce que ça marche pour vous? Je Bah, pense que l'initiative. Pardon, vas-y. non, je t'en prie, Léa, bien au contraire, s'il te Excuse-moi. plaît. Je pense que l'initiative est bonne parce qu'elle vise à ouvrir le secteur des jeux vidéo à des personnes qui peut-être n'en consommeraient pas de base, mais ça n'empêche pas la fracture entre les jeux pour filles et les jeux pour garçons. C'est-à-dire qu'au final, ça ne serait pas une discipline pratiquée par tout le monde, mais quand même quelque chose qui serait clivant et qui n'amènerait pas, pour schématiser, les filles et les garçons à jouer ensemble à un jeu. Ça serait encore ça serait encore compartimenté un peu et définir qu'il y a des jeux pour garçons et des jeux pour filles. Et en ça,
je suis pas sûre que ça résolve vraiment le problème de déconstruction des stéréotypes. Mais ça permet aussi d'ouvrir à des nouveaux publics. Je te laisse rebondir, Nicolas. Non, mais c'est une réponse un peu de Normand que je vais avoir. C'est à partir du moment où, on va dire, ça peut attirer des jeunes femmes effectivement à s'intéresser aux jeux vidéo, je trouve que c'est une bonne manière de le faire. À partir du moment où les intentions sont totalement louables et bonnes, et à partir du moment où c'est pensé par des personnes concernées. Donc, effectivement, des studios de développement créés par des femmes qui pensent à créer des jeux pour les femmes, ou en tout cas qui leur permettraient d'y venir, en tout cas de s'intégrer, on va dire, ou d'intégrer cette pratique-là dans leur loisir. Je pense que c'est une bonne chose. Bien évidemment, l'objectif, c'est de dépasser ça. Donc, c'est un petit peu l'autre pendant que tu évoquais, Léa. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on soit obligé de faire des jeux à thématique féminine, quoi. Et ça, effectivement, d'en être encore obligé de faire ça, c'est toujours décevant, quoi. Parce qu'on aimerait pouvoir faire en sorte que les jeunes femmes soient pas obligées d'avoir des pratiques vidéoludiques qui soient différentes de celles des hommes. Mais ça soulève aussi la question de la charge mentale, de la disponibilité du temps de loisir, puisque aujourd'hui, la réalité, c'est que les temps de loisir, ils s'inscrivent dans autre chose que simplement le loisir. Ça s'inscrit dans finalement une temporalité journalière, hebdomadaire, annuelle, qui est totalement différente aussi entre les hommes et les femmes, et que effectivement, très souvent, les tâches ménagères, s'occuper des enfants, c'est encore des activités qui sont considérées comme féminines, qui donc laissent moins de temps aux jeunes femmes d'avoir des pratiques de loisirs. Et donc, si elles veulent s'adonner aux jeux vidéo, on va leur faire pour elles, parce qu'elles ont moins de temps, des jeux vidéo qui sont des jeux vidéo plus courts, moins compétitifs, et ainsi de suite, enfin, avec des parties plus courtes. Et donc, bien évidemment, c'est un aveu d'échec d'une certaine manière, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui prône plutôt la pluralité. Et donc, je pense que c'est important d'avoir finalement des offres qui soient destinées à plein de publics différents. Et que si ces jeux-là, ils servent à faire en sorte que 5 petites filles se disent tiens, ça a l'air sympa le jeu vidéo, alors que habituellement, ou s'il n'y avait pas eu ce jeu-là, ces 5 petites filles-là, elles seraient jamais venues à s'intéresser aux jeux vidéo et à la tech, je me dis que c'est déjà ça de gagner, quoi. Ça vaut toujours le coup pour ces 5 petites filles. Et si parallèlement, il y a 20 autres petites filles qui trouvent que ce jeu il est nul, mais qui vont quand même aller jouer à d'autres jeux, et tant mieux. C'est aussi bien, quoi. Tout à fait. Et il faut aussi peut-être se demander, au-delà donc de l'aspect environnemental qui pousse les jeunes filles à moins jouer ou à moins s'intéresser aux jeux que les garçons, peut-être aussi qu'est-ce qui peut déranger plus pour une fille dans certains jeux que chez un garçon. Et là, je trouve qu'il y a certains jeux qui vont avoir une image hyper sexualisée de la fille avec des personnages, je schématise bien sûr, mais c'est quand même le cas sur beaucoup de jeux très répandu avec une image très bonjour. J'avais prévenu, elle peut arriver à tout moment, désolé. Certains jeux vont avoir une image très machiste et très sexiste de la fille qui ne sera jamais l'héroïne, mais un peu la potiche du héros. Et d'autres jeux ont justement su se démarquer un peu de cette image très stéréotypée et ont réussi à présenter des héroïnes sans qu'elles soient ni sexualisées, ni des objets un peu de désir en quelque sorte, je schématise un petit peu, mais vraiment comme des humains à part entière capables d'autant d'exploits et de courage que leurs homologues garçons. Et je trouve que c'est important aussi qu'il existe ce genre de jeu. Non, mais je pense que la photo est bien choisie parce qu'effectivement, Peach, la princesse Peach, est le stéréotype même de la femme récompense. C'est-à-dire que exactement, la princesse a sauvé. C'est pas un personnage qui était jouable à la base, et c'était le trophée. C'était finalement une fois que tu l'emportais, c'était la princesse Peach que tu délivrais et que tu remportais. Et donc effectivement. Les avancées, mais je veux pas prendre peut-être trop d'avance sur la deuxième partie parce que je sais ce qui attend derrière, mais les avancées, ça a été de déjà proposer des personnages jouables féminins dans un premier temps, et donc ça c'était certainement l'une des premières choses qui a permis, on va dire, de changer un peu la donne, et puis si possible d'avoir des personnages féminins qui soient pas forcément hyper sexualisés, hyper objectifiés, mais je pense qu'on en reparlera juste après, quoi. On peut en parler même tout de suite. Oui, on peut enchaîner. Si vous faites les transitions, Hélène, on n'a plus de job.
Moi, du coup, j'avais une question pour Angélique sur cette question-là, parce que il me semble avoir compris que LOL et puis le travail de Riot était souvent loué pour ces questions d'inclusivité et de parité et de représentation des femmes. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu remarques? Est-ce que c'est ce qui... Tu parlais de rôle modèle. Est-ce que c'est des rôles modèles dans la réalité, dans la fiction que tu évoquais? Après, moi, je parlais de façon générale, le fait que, comme on l'a ressouligné maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de personnages féminins qu'on puisse jouer, vraiment incarner des femmes. Aussi, le fait qu'on puisse choisir le sexe et donc s'identifier à cela. Après, sur Riot même, alors oui, ils sont beaucoup dans l'inclusivité. C'est d'ailleurs pour ça que l'incubateur, par exemple, avec Women in Games a été créé. C'est vraiment pour accompagner en fait les femmes et aussi leur montrer les conditions réelles de ce qu'est la vie de joueur semi-professionnel, professionnel. Essayer de s'identifier, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur les actions qu'on a menées de façon un peu plus précise. Mais en soi, après, je vais un peu stéréotyper, mais c'est vrai qu'il y a pareil sur League of Legends aussi, il y a des personnages très féminins, plutôt sexy, et il y a des personnages très féminins, mais qui sont un peu plus dans la bagarre, et il y a de tout en fait. Je pense que c'est vraiment un jeu qui permet de s'identifier à plein de personnages différents, et même d'ailleurs de jouer des personnages masculins. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu qui compartimente pour le coup. Je trouve que ça permet vraiment des choix plus stratégiques pour le jeu et non pas pour le personnage en lui-même. D'accord. Bon, après, je pense que du côté de Riot Games, il y a aussi un petit modèle business sur la sortie de certains skins. Je pense qu'ils sont quand même très hyper sexualisés et qui génèrent beaucoup d'argent derrière, plus qu'un autre. Alors, Miss Fortune Arcade, voilà, je pense que c'est celui qui est le plus repris aujourd'hui sur Internet sur ce sujet-là. Donc il y a aussi malheureusement cette volonté d'être très inclusif, mais il y a quand même les recettes qui sont meilleures sur certaines images vendues que d'autres. Ce qui est intéressant avec cette photo là, c'est que donc Lara Croft, c'est un peu un symbole, hein, c'est l'un des tout premiers personnages féminins qui est un personnage principal d'un jeu vidéo. Mais ce qu'on remarque, c'est à travers son évolution, c'est à quel point au début, la Lara Croft était surtout connue pour ses dimensions et ses proportions qui étaient exagérées. Et que donc c'était un personnage hyper sexualisé et objectifié. D'ailleurs, même les mouvements de caméra à l'intérieur du jeu permettaient finalement d'observer surtout les formes numériques du personnage, et qu'on voit qu'à travers le temps, ça a un petit peu évolué. Bien évidemment, suite à des retours. Aujourd'hui, effectivement, il y a plus de diversité dans les personnages qui sont jouables. Je ne pense pas que League of Legends, très honnêtement, soit un jeu qui mette vraiment en avant beaucoup la diversité des personnages féminins, mais ils font des efforts. Overwatch est souvent cité, par exemple, bien plus pour les questions de diversité dans les personnages jouables. Et ce qui explique aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui jouent à Overwatch. Enfin, ce qui pourrait expliquer, c'est une hypothèse en tout cas. Mais la réalité, c'est que par exemple, ça, ce sont des blockbusters, quoi. Ce sont des AAA, c'est les jeux qui vont être les plus vendus. Et aujourd'hui, si on regarde les 15 jeux qui font, on va dire, en tout cas le plus de ventes ou les meilleures recettes sur la dernière année, ou qui sont présentées à l'E3 en avant-première, ce qu'on remarque, c'est que c'est seulement 5% encore aujourd'hui en 2020 de personnages féminins principaux qui soient jouables. Donc il y a encore un vrai travail à faire. Ça veut dire, parmi les 3000 ou 4000 jeux qui sortent chaque année, bien évidemment, il y a bien plus de choix, mais dans les blockbusters, finalement, il y a toujours une culture assez dominante qui persiste, de la même manière que dans le cinéma, bien qu'il y ait plein de films indépendants qui sortent tout le temps et qui proposent bien plus de choix en termes de diversité, au final, ça reste quand même Avengers et Star Wars qui sont devant, et c'est toujours ces mêmes modèles féminins qui sont en avant, quoi. Donc c'est aussi ça la réalité, quoi. C'est-à-dire que ce qui touche le grand public, la masse, c'est quand même toujours un peu les mêmes modèles, quoi. En complément de ce que tu dis justement, Nicolas, Thomas nous dit dans le chat, plus récemment aussi sur Assassin's Creed Odyssey, avec le choix du héros porté par le marketing sur le personnage féminin de Cassandra, en l'occurrence.
Ubisoft, là, clairement, s'est fait alpaguer, hein. Je veux dire, il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont exprimées sur le développement de tous les Assassin's Creed et à quel point à chaque fois l'équipe de production et les hommes qui étaient à la tête de ces équipes de production avaient délibérément tenté et réussi d'ailleurs de faire en sorte que les personnages féminins ne soient pas le personnage principal jouable obligatoire, quoi. Et je veux dire, ça a été très très bien documenté et puis ça fait écho un petit peu à tout ce qui s'est passé dernièrement chez Ubisoft, quoi. Tout à Et fait. même chose avec Riot, hein. J'ai beaucoup d'affection pour Riot et Riot en France, c'est un cas particulier. Riot Monde s'est quand même fait alpaguer il y a aussi un an ou deux pour tous les problèmes finalement Interne, ouais. ouais, en interne, notamment sur l'organisation en termes de harcèlement, d'agression sexiste, sexuelle et ainsi de suite. Donc c'est un vrai phénomène qui dépasse simplement ce qui se passe à l'écran, quoi. Après, comme Oui, tu, tout à enfin, fait. tu viens de le dire, c'est vrai que c'est un peu mondial, mais il y a de plus en plus de sanctions aussi. Riot fait de plus en plus attention à ça. Et en tout cas, ils essayent hein, d'œuvrer comme ils peuvent, mais c'est forcément. Après, ça concerne aussi les joueurs qui ont un peu de niveau et un peu de fanbase derrière, enfin, qui aura de l'impact. Mais c'est vrai que la majeure partie des joueurs ne sont pas à ce niveau-là de jeu et du sexisme et des problèmes de comportement, il y en a vraiment partout. Et je pense qu'il y a encore un gros travail à faire dessus, même s'ils essayent vraiment beaucoup de développer plein de choses pour ça et de faire des retours assez réguliers. Ça reste un fléau et ça sera un combat de longue haleine hein, de toute façon. Ouais, tu as totalement raison, mais là je parlais même pas des joueurs ou des joueuses, hein. Je parlais de Enfin, l'équipe les autres. interne de Riot, quoi. Oui, C'est-à-dire oui les gens aussi. qui sont dans Mm. l'industrie, quoi. Et aujourd'hui, il y a en tout cas des choses qui ont été annoncées, c'est-à-dire des nominations de personnes en tant que responsables diversité au sein du studio et ainsi de suite. Encore une fois, ça va prendre du temps pour l'instant. Difficile de savoir si la culture au sein même du studio à Irvine aux États-Unis a changé. On est trop éloigné pour vraiment le savoir, quoi. Tout à fait. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Rodolphe, sur si la, le rapport de la femme aux jeux vidéo était une question seulement au niveau français ou qu'on pouvait extrapoler au niveau mondial. Euh, je pense on peut voir le problème, notamment ce que tu disais, Nicolas, sur le problème de harcèlement sexuel et un problème qui est vraiment systémique dans certaines entreprises où il va y avoir des agissements qui vont être masqués. Comment on dit C'est sous on va silence peut-être. Oui, voilà, pardon, excuse-moi. Ouais. Passer sous silence, où il y a un vrai mouvement un peu du MeToo du jeu vidéo qui s'est libéré cette année et les quelques années précédentes, où on se rend compte que ce soit aux États-Unis, en France ou dans beaucoup de pays, la femme dans l'industrie du jeu vidéo, en tant que genre sous-représenté, est du coup confrontée à des problèmes récurrents d'agissements sexistes, d'intimidation, de problèmes qui sont vraiment. C'est un peu une sorte de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a peu de femmes dans le milieu du jeu vidéo, donc la femme est forcément, entre guillemets, en infériorité dans les équipes, et donc il y a de plus en plus d'agissements de ce type qui se retrouvent dans la plupart enfin pas forcément dans la plupart, mais dans beaucoup de studios de jeux vidéo, d'entreprises créatives. Et je pense que c'est symptomatique, c'est symptomatique de milieux où il y a une vraie disparité entre les femmes et les hommes dans un secteur. Après, j'espère pas que c'est le cas pour l'ensemble des secteurs où il y a peu de femmes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant dans ce secteur, en tout cas, il me semble, malheureusement. Du coup, la masculinité toxique serait liée à une culture vidéoludique plutôt que un système plus global culturel? En fait, Non, pardon, oui. vas-y, je t'en Vas-y, prie, Léa. vas-y, vas-y, vas-y.
Mais disons qu'il y a une masculinité hégémonique qui est, on va dire, présente dans la société au sens large et qui correspond, on va dire, à ce que devrait être le genre masculin dans nos sociétés et qui correspond on va dire, ce qu'on peut retrouver dans la culture, on va dire, mainstream, donc le cinéma, la musique, et donc c'est un homme plutôt musclé, plutôt baraque, voilà, qui prend les devants, courageux, téméraire et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que les joueurs de jeux vidéo ont toujours été stigmatisés de manière générale parce qu'ils ne correspondent pas à ce stéréotype de la masculinité hégémonique. Et c'est pour ça que c'est un autre type de masculinité qui a le trait, on va dire, dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle la masculinité geek et qui met en avant d'autres atouts et d'autres attributs. À savoir, c'est pas tant le fait d'être musclé et d'être téméraire ou courageux, c'est de jouer à certains types de jeux, d'avoir certains types de pratiques, ce qu'on pourrait qualifier d'un hardcore gamer qui ne joue qu'en difficile et qui ne joue qu'à des jeux qui ne sont pas considérés comme des jeux casus, comme Candy Crush et ainsi de suite. Et dès qu'on sort de ce stéréotype-là, à ce moment-là, on sort de la norme dominante qui est dans l'industrie en tant que pratiquant. Et donc, potentiellement, on prend le risque de se faire marginaliser, ostraciser et ainsi de suite. Et pour rebondir sur ce que disait Léa, c'est que on va dire que aujourd'hui, la difficulté pour les femmes dans l'industrie, c'est que comme elles sont minoritaires, et notamment minoritaires à des postes hiérarchiques extrêmement importants, donc à des postes de direction et ainsi de suite, tous les comportements sexistes et les agressions sexuelles qu'elles peuvent subir va se rajouter à ça justement une domination hiérarchique qui fait que ça va être plus délicat d'en parler parce que ça provient justement d'une situation d'un supérieur hiérarchique. C'est délicat d'en parler parce que c'est toujours minimisé par la gente masculine qui, sous couvert de l'humour, dit oh mais ça va, c'était pour rigoler, et donc on n'est pas à l'écoute de leurs paroles. Donc c'est toujours en fait continuellement minimiser les agressions sexistes et sexuelles qui peuvent arriver dans tous les secteurs. Hein. C'est pas du tout lié au milieu du jeu vidéo. Moi, je suis à l'université et je peux l'observer aussi régulièrement dans mon laboratoire, dans ma fac et ainsi de suite. Et en plus, je suis dans une fac de sport. Alors autant vous dire que dans le sport, la masculinité, c'est un vrai truc important, quoi. Donc le problème, c'est que les victimes sont toujours culpabilisées, quoi. On fait toujours culpabiliser les victimes, et c'est pour ça aussi que les femmes potentiellement des fois ont du mal à parler parce qu'elles se sentent coupables, elles se demandent pourquoi est-ce que ça vient de moi et ainsi de suite. Et donc c'est d'où la nécessité d'avoir comme les Women in Games ou comme le sont d'autres réseaux d'entraide dans le secteur du jeu vidéo ou de l'e-sport en l'occurrence, c'est justement pour libérer cette parole, faire en sorte que les femmes se sentent soutenues, qu'elles aient des espaces sécurisants dans lesquels elles savent qu'elles vont pouvoir être écoutées et qu'elles vont pouvoir finalement partager des expériences et se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas elles qui sont coupables, quoi. C'est aussi ça qui est important. Ouais, le réseau, l'entourage, c'est vraiment quelque chose de très important aussi parce que je vais reprendre aussi l'e-sport parce que c'est ça où j'ai le plus d'attaches et d'observations par rapport à ça. Mais c'est vrai que être entouré des bonnes personnes, ça aide aussi à avoir les bonnes pratiques et aussi à avoir confiance parce que c'est aussi une question de confiance. Parce que si jamais justement on a un entourage qui est à l'écoute, on se sentira plus à l'aise aussi pour oser parler, pour savoir qu'on va être écouté, etc. Enfin, ça revient toujours un peu à tout ce qu'on a dit aussi avant, à l'éducation, la prise en charge très tôt des choses, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment un tout et c'est toujours, on revient toujours aux mêmes fondamentaux. Mais c'est pour rebondir justement au sujet de l'e-sport, si on s'intéresse vraiment à comment les femmes, les joueuses arrivent à entrer dans ce milieu-là, c'est souvent par le biais d'un proche. Ça peut être le petit ami, la petite amie, les amis. Et souvent, c'est plus facile d'intégrer ce milieu qui est voilà, très stigmatisant, très masculinisé, par le biais de quelqu'un. Et on se rend compte que c'est comme ça que ces femmes arrivent à monter peut-être quelque part dans les strates un peu plus supérieures. Même, je rajouterais à ça, ce qu'on remarque, c'est que pour les jeunes femmes qui performent au plus haut niveau dans l'e-sport, c'est que ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont toujours été initiées aux jeux vidéo déjà très tôt, avant généralement leurs 6 ans, et presque exclusivement par des figures masculines. Ça veut dire un père, un cousin, un grand frère, et ainsi de suite. Ce qui montre l'importance des hommes dans cette histoire, finalement, parce que c'est eux qui aujourd'hui sont potentiellement ceux qui, on va dire, éloignent les jeunes femmes du secteur, et que c'est donc à eux, finalement, de faire en sorte de ne pas les éloigner et de créer des espaces qui soient les plus accueillants et les plus bienveillants dès le plus jeune âge, justement en les initiant aux jeux vidéo, au code ou à toutes les pratiques technologiques ou numériques
et qui vont leur permettre finalement de valoriser leurs pratiques, leurs comportements, de légitimer leur place dans l'industrie ou en tant que joueuse, quoi. Donc c'est une vraie question d'homme en fait. C'est une question d'éducation des hommes, qu'on se le dise, quoi. Donc du coup, en fait, là, le point que tu soulèves, c'est que non seulement dans les industries, il faut ouvrir des places, et notamment des places techniques, c'est ce que tu disais, Léa, pour les femmes, mais il faut aussi former, informer les personnes qui existent déjà et les hommes en particulier. Oui, alors en tout cas, moi je le crois fondamentalement, mais cette éducation, elle commence dès le plus jeune âge, hein, encore une fois, hein, c'est dès que les petits garçons ils sont là, quoi, ils sont nés, et c'est déjà dès ce moment-là où il faut faire attention à ces éléments, quoi. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir des mesures qui soient, comment dire, euh, pratique et que l'on puisse suivre, quoi, qui soit, j'ai pas envie de dire comptable parce que c'est presque trop, mais aujourd'hui, dans une entreprise, dire on met en place une personne responsable de la diversité ou de l'égalité femmes-hommes, c'est très bien, mais concrètement, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on fait? Donc, tous les trimestres, il y a des formations, à la fois pour les néo-arrivants, pour les personnes qui sont déjà là depuis 10 ans, pour toutes les personnes qui sont à des postes de direction, notamment pour les sensibiliser aussi à l'impact hiérarchique que ça peut avoir dans leur domination sur la gente féminine. C'est également faire en sorte que tous les ans, il y ait un rapport, ou en tout cas, oui, si un rapport, un audit qui soit fait sur l'entreprise pour voir l'évolution du pourcentage de femmes, différents postes dans les différents secteurs de l'entreprise. Bref, il faut mettre en place des actions, des mesures actionnables. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est des mesures actionnables, quoi, qui soient concrètes, quoi, que l'on puisse évaluer. Parce que juste mettre en place un Head of Diversity, c'est bien, mais ça peut ne servir à pas grand-chose, très honnêtement, quoi. Tu Voilà, viens de surtout ça. résumer tout mon travail. Et je vois Léa hocher la tête. Est-ce que tu veux clair. rebondir? Ah oui, c'est bien. Ça montre qu'on est sur la bonne voie. Ben, Mais oui, effectivement, tout à fait. Toutes les actions que tu as dites sont des actions qu'il faut mettre en place au sein d'une entreprise pour, donc dans notre cas, en tant qu'entreprise du numérique, attirer plus de femmes, mais dans le cas plus général, augmenter la part des femmes dans les postes à plus haute responsabilité. Et cela, ça passe par quoi? Puisque je pense qu'il y a le même blocage inconscient des femmes pour aller vers des filières techniques dans le numérique. On retrouve un blocage aussi un peu similaire pour aller vers des filières à responsabilité, c'est-à-dire que les femmes se mettent des freins à l'accession de ces postes et donc, a fortiori, sont beaucoup moins présentes dès que l'on monte un peu dans les échelons des entreprises. Et donc, pour cela, on met en place des formations qui sont à destination des recruteurs, où on les amène à échanger et à débattre ensemble sur quel plan d'action on pourrait mettre en place pour promouvoir plus de femmes dans le management, pour attirer plus de femmes dans les métiers du numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, si on ne force pas un peu dans la sélection des participants, on ne va retrouver que des femmes autour de la table. Et donc, c'est quelque chose qui concerne, comme tu le disais, aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est quelque chose, même pour recruter des femmes dans le numérique. Tout à l'heure, Angélique, tu parlais des rôles modèles. Je sais que Women in Games font beaucoup de promotion de rôles modèles pour promouvoir les métiers du jeu vidéo auprès des femmes. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup en tant qu'entreprise du numérique, qui est de communiquer sur des parcours inspirants de femmes, alors que ce soit des femmes du groupe ou des femmes inspirantes, et montrer de façon concrète comment par leur parcours elles ont réussi à dépasser ces clichés et en quoi c'est possible et atteignable et que ça ne relève pas que d'une lubie ou de quelque chose qui serait vraiment inatteignable par des filles. Donc c'est quelque chose qui est possible et je pense que ce constat peut être également fait dans le secteur du jeu vidéo. Tu me dis si je me trompe, Angélique, mais il y a des femmes qui sont très inspirantes dans le jeu vidéo et je pense que les promouvoir auprès des plus jeunes et des moins jeunes et à l'école primaire, au collège, je pense que c'est
ce sont des facteurs qui peuvent être déclenchants de certaines volontés de la part des étudiants et des élèves. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et comme tu le disais, Nicolas, pour que la démarche soit efficace, il faut qu'elle soit mesurée par des indicateurs et que ces indicateurs soient suivis. Et c'est ce qu'on fait. Et encore du progrès. Et de ce que tu dis, Léa, oui. Je m'entends parler. Ah. Je sais pas, c'est bon. Ah non, je m'entends parler encore. Vous pouvez checker pour vos micros, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est chez Léa que ça ok. Bah, du coup, Léa, pour rebondir par rapport à... je te laisse, je ne sais pas si tu m'entends du coup. Parce que je te reposerai la question tout à l'heure si tu n'as pas entendu. Du coup, pour rebondir par rapport à Soprasteria en tant qu'entreprise, de mémoire, il n'y a pas de Head of Diversity. Comment vous êtes organisé? Quel est l'état de l'art à l'heure actuelle pour pouvoir mesurer? Comment est-ce que c'est suivi? Comment ça se passe dans cette entreprise? Je ne sais pas si tu as pu t'équiper. Il faut qu'elle remette son micro. J'avais enlevé le micro. Tu as pu entendre ou pas? Oui, tout à fait. J'avais coupé mon micro parce que je crois que ça te gênait quand tu parlais. Pour répondre à ta question, chez Soprasteria, donc on a la responsabilité d'entreprise qui regroupe les questions environnementales, les questions sociales et les questions sociétales. Et la particularité de notre groupe, c'est que ce sont vraiment des questions qui sont prises en charge par des personnes et des équipes qui sont vraiment différentes. Et donc, ma chef, c'est donc la directrice de la responsabilité sociale. Et nous sommes une équipe, donc on travaille en collaboration aussi avec la mission handicap, puisque le handicap fait aussi partie des sujets très importants dans l'entreprise. Et donc, nous, on mène et on pilote un certain nombre de projets sur l'ensemble des thématiques sociales, donc l'égalité femmes-hommes, la santé-sécurité, la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec vraiment un nombre très diversifié d'acteurs. Ça va donc être des personnes au sein du groupe. Comme c'est un groupe international, on va travailler aussi de façon… on monte des ateliers multiculturels pour justement amener des personnes qui vivent dans des pays qui n'ont rien à voir à réfléchir ensemble sur ces thématiques, notamment les thématiques d'égalité professionnelle et de promotion des femmes vers le management. Et on essaie d'avoir des actions un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau, à des niveaux très, très locaux. On a des ambassadrices dans notre entreprise. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Passerelle et qui est donc composé d'ambassadrices qui sont des collaboratrices du groupe qui vont faire la promotion des métiers du numérique dans des écoles, dans des lycées, qui organisent des conférences, qui essaient vraiment de soulever un peu ces questions-là en interne et en externe. Donc, on travaille beaucoup avec des associations avec lesquelles on va monter des projets pour sensibiliser le public à ces questions-là. Et il y a aussi tout un travail en interne de formation. La formation, c'est vraiment un des piliers de notre démarche, qu'il s'agisse de la formation à la non-discrimination pour le recrutement, des formations au management pour les femmes qui aspirent à devenir managers. Enfin, il y a vraiment tout un panel de choses qui sont mises en place et on essaye aussi de favoriser l'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire que on va se rendre compte que, par exemple, en Inde, il y a les personnes en charge de la diversité sont très actives et font énormément de projets. Et on a créé une plateforme sur laquelle on a permis à différents collaborateurs de différents pays de proposer des témoignages assez courts sur des projets qu'ils avaient mis en place au sujet de l'égalité professionnelle, afin que chacun puisse s'enrichir des idées des uns des autres et essayer de mettre en place le plus facilement possible et le plus efficacement possible des initiatives qui leur sembleraient intéressantes, tout en respectant bien sûr les différentes cultures, les différents contextes légaux. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas du tout traitée de la même façon selon les pays. Et donc, c'est important aussi d'à la fois avoir d'impulser une politique globale, mais qui en même temps ne soit pas trop rigide et permette à chaque pays de se l'approprier comme ça lui sied.
Et oui, et donc il y a un audit, comme on est une entreprise cotée, on a un audit RSE tous les ans, et sur lesquels les auditeurs passent au crible un certain nombre d'indicateurs, notamment des indicateurs sur l'égalité, mais également beaucoup d'autres indicateurs, et donc vérifient le bon avancement de, de la démarche. Merci beaucoup. Ça, c'est un témoignage, dis donc. Merci beaucoup pour ton Encore un retour. chaud. Angélique, Oui. si tu veux toi aussi témoigner. Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que vous allez voir en avant-première notre infographie de fin concernant notre action qui est l'incubateur, notamment, bon, moi je suis manager sur League of Legends, mais il y a pareil sur Rainbow Six. Donc c'est un peu plus parlant en fait de vous montrer quelques chiffres pour aussi revenir sur le fait que les femmes ont de l'engouement en fait à devenir à essayer de se professionnaliser, essayer d'augmenter leur niveau. On a eu à peu près une quarantaine de candidatures cette année. On n'a pu retenir que 4 jeunes filles. Et là, vous avez deux, trois chiffres en fait un peu qui vous montrent ce qu'on a pu faire. Donc, ces 4 jeunes filles qui ont été associées à des coachs. Et donc, ces binômes ont quand même fait un total d'heures de 655 heures de coaching, ce qui est vraiment quelque chose d'énorme. Et en fait, pour résumer, donc l'incubateur, c'est proposer aux femmes en fait de les mettre en condition d'un joueur donc semi-professionnel, professionnel. Ça passe aussi par un média d'aide, donc savoir accepter son image, communiquer autour de son image, s'exprimer aussi également. Et évidemment, donc le but un peu plus vraiment poussé sur le jeu, c'est de progresser. Et là, on a donc, vous voyez au niveau des divisions et des paliers, donc on a 3 joueuses en master. Pour ceux à qui ça parle pas, en fait, ça correspond alors je vais vous donner le chiffre exact, ça représente 0,072% des meilleurs joueurs d'Europe. Donc à peu près elles sont dans les 3000 meilleurs joueurs d'Europe par rapport à leur classement. Et cette année, on a vraiment essayé d'axer aussi le fait de travailler leur réseau. Et c'est pour ça qu'on a été en contact avec 60 structures, dont une structure de division 2 qui représente en fait la 2e ligue majeure en France sur League of Legends. Donc c'est quelque chose qui était très important pour nous en fait, que ces personnes s'intéressent à nous, que nous aussi on ait démarché d'autres personnes. Et également une information qui n'apparaît pas sur cette infographie, mais on a réussi aussi à promouvoir une de nos filles, et elle a été en fait acceptée dans une école, le Gaming Campus de Lyon. Et sa formation est totalement prise en charge par une structure. Donc une structure lui fait confiance et prend en charge toute sa scolarité sur 2 ans. Donc c'est un grand pas en avant. Elle a été en compétition avec des hommes et une autre femme pour rejoindre ce programme, et elle a réussi à s'en sortir pour cette promotion. Donc c'est aussi un beau résultat pour nous. C'est encourageant, et on est en train de travailler pour envisager une saison 3. Donc voilà, si par contre, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent et qui ont envie de faire quelque chose dans l'e-sport, sachez que, en tout cas, nous, Women in Games, on essaye de vous accompagner au mieux et de vous ouvrir des portes. En tout cas, on essaye. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Angélique, moi j'ai une petite question. L'objectif à terme pour ces joueuses, c'est d'intégrer des structures, des équipes mixtes, ou uniquement, enfin on va dire plus large, d'intégrer l'industrie du jeu vidéo en général, comme là avec l'école. Ça va vraiment être par rapport au profil des joueuses. En fait, ça va être très disparate selon ce qu'elles recherchent. Le but étant, nous, d'aller vers la professionnalisation, parce que c'est par exemple, la jeune fille qui a rejoint l'école, elle a 19 ans, donc voilà, elle est dans l'âge où elle peut faire quelque chose dans l'e-sport, parce que désolée, ça plaît pas à certains, je sais, mais pour moi, il y a une date limite, en fait, en tout cas pour être joueur. Et par exemple, dans cette école, elle a aussi c'est un peu à l'image d'un sport-études. Donc, elle a aussi des cours généraux, et elle pourra faire des choses dans l'e-sport. Et on essaye aussi d'organiser plutôt dans l'avenir, parce que là, le Covid nous a fait ouvrir pas mal
D'horizon par rapport à ce qu'on pouvait proposer, et je pense que dans l'avenir, on va proposer également plusieurs masterclass avec des professionnels et non pas forcément que des joueurs, pour aussi ouvrir peut-être d'autres vocations. Après, l'âge limite, c'est un problème dans le sport aussi en général. C'est ça. Après, c'est un peu moins lié sur l'e-sport parce que c'est pas exactement la même chose. Bon, il y aura peut-être un peu d'arthrose dans les doigts, mais c'est pas censé arriver très vite non plus. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même, enfin, je veux dire, une structure, surtout professionnelle, va plus essayer de capitaliser sur un jeune talent qui va pouvoir accompagner sur plusieurs années que quelqu'un qui est déjà 22, non, 22 ça va, mais à partir de 25 ans, c'est vrai que débuter sa carrière e-sportive à 25 ans, C'est compliqué, ouais. ça me semble compliqué. Après, est-ce que Nicolas, tu veux rajouter des choses vu que c'est un peu ton domaine aussi Non, mais je t'écoutais. Moi, je trouve que ce que fait Women Games, c'est hyper intéressant. La limite d'âge des carrières, elle peut s'expliquer de plein de manières différentes, à la Oui. fois sur le manque de professionnalisation du secteur et alors qu'on est dans une première phase de professionnalisation, donc c'était beaucoup plus difficile d'avoir des carrières longues parce qu'au moindre, comment dire, la moindre baisse de niveau, on se faisait écarter et donc tous les sacrifices qui ont été faits avant, les joueurs avaient peut-être pas forcément envie de les reproduire. Enfin de se refaire ces sacrifices-là à partir d'un moment, et donc c'était plus facile d'arrêter en fait. Aujourd'hui, la professionnalisation va permettre on va dire d'éliminer cette précarisation, on va dire. Et puis ensuite, il y a la question de la prévention de la santé. Les joueurs étaient peu encadrés, et la question de la santé de leur outil de travail qui est leur corps n'était pas du tout prise en considération. Maintenant, c'est en train de changer, donc il n'y a pas de raison que clairement les carrières ne s'allongent pas, quoi. Bah, pour compléter par rapport à tout ce qui a été dit, vu que tout le monde présente ce qu'il fait ou ou en tout cas les actions qui sont mises en place, nous chez Francis Sport, donc parmi les points enfin depuis le début, depuis la création de l'association, on se revendique comme une association qui est féministe, antisexiste, antiraciste, donc c'est important pour nous bien évidemment. On essaie d'être on va dire mieux que l'image de notre secteur, donc l'un des premiers indicateurs qu'on prend chez nous, c'est le nombre de femmes qui sont représentées au sein du conseil d'administration. C'est important que pour nous, il y en ait un maximum. Donc aujourd'hui, elles sont 3 sur 12. Non, si, oui, c'est ça, 3 sur 12, ce qui n'est pas incroyable, mais bon. C'est déjà une première étape. C'est mieux que sur on va dire le premier conseil d'administration où il y en avait qu'une seule. Donc voilà, on essaie de faire attention à ces choses-là, et on a créé un groupe diversité, un groupe de travail diversité au sens large, pour reprendre ce que disait Léa. C'est que pour nous, la diversité, c'est pas du tout la diversité genrée, c'est aussi la diversité ethnique, la diversité générationnelle, l'inclusion des personnes en situation de handicap, et ainsi de suite. Dans ce groupe diversité, bah, nous, on a fait appel aux gens, on va dire, qui étaient les plus compétents sur ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'on est avec le département e-sport de Women in Games au sein de ce groupe diversité. C'est pour ça qu'on est avec l'association Gamer au sein de ce groupe de diversité. Sur toutes les questions liées au handicap, on est avec l'association Cap Game dans ce groupe de diversité. Et ensuite, on essaie de mettre en place des outils. En fait, des outils qui soient des inventaires de tous les groupes d'entraide et de soutien qui existent, à la fois pour les questions d'accessibilité, les questions de diversité genrée, de diversité ethnique, aussi sur les questions LGBTQI+, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier outil. On est en train de développer un guide de la diversité pour les organisateurs d'événements. Comment faire pour favoriser la diversité dans les LAN et les compétitions online qui sont organisées par nos membres. Donc que ce soit déjà au niveau des joueurs et des joueuses, bien évidemment, mais aussi au niveau des casteurs et des casteuses, au niveau des organisateurs et des organisatrices, de tout le staff, quoi, qui est un maximum de diversité à ce niveau-là. Donc ça, c'est un deuxième outil. Un troisième outil, c'est un code de conduite, tout simplement, à destination cette fois-ci des joueurs et des joueuses, avec un répertoire de sanctions à disposition. Donc le but, c'est pas de réguler, on n'a pas du tout pour ambition de dire c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, c'est juste de mettre un outil à disposition pour que les membres qui se posent des questions sur comment faire pour améliorer ces enjeux-là, puissent avoir des outils qui puissent s'adapter ensuite, eux, à la réalité de leur propre terrain, quoi. C'est des choses qu'on fait comme ça. Et puis après, on essaie aussi de donner de la visibilité à des parcours de personnalités féminines. Donc, avec Women in Games et Gamer, on a mis en place un podcast qui s'appelle Et toi tu joues,
vu que c'est un peu la question qu'on pose aux femmes. Ah ouais, et toi, tu joues aux jeux vidéo? Bah ouais, il y en a qui jouent. Et donc, de mettre en avant les parcours de ces personnalités, pour nous, c'est important, mais sans insister sur le fait que ce soit des femmes. Juste mettre en avant ces parcours, que ce soit des femmes qui soient dirigeantes d'entreprise. Il y en a très peu aujourd'hui dans le secteur français, des dirigeantes d'entreprise dans l'e-sport. Donc, mettre en avant ces profils-là, qu'elles soient joueuses, qu'elles soient entraîneurs, qu'elles soient, je sais pas, manageuses, bref, mettre en avant ces profils-là et juste mettre en avant leurs compétences, quoi. Pour ça, pour nous, en tout cas, ça c'est important, quoi. Donc voilà le type d'action qu'on met en place en essayant de s'entourer des groupes de travail, enfin des associations qui sont les plus expertes sur le sujet, les plus compétentes, quoi. Donc voilà. Après, je vois qu'Alexandre il a mis un super pavé à côté. Là, j'avais Ouais, grave envie de répondre. on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. Donc là, déjà, merci pour toutes vos interventions sans exception. On va essayer de le faire de manière organisée. Donc, on va prendre 2-3 questions par rapport au timing, tout en respectant le timing. Et Alexandre avait commencé par écrire tout un pavé, donc je peux te laisser prendre la parole. A priori, ça commençait par compétition e-sportive et présence des femmes dans ces Allô, oui. compétitions. Est-ce que vous m'entendez On bien? t'entend super bien. Parfait. Alors bonsoir à tous. Oui, ce qui m'a fait réagir, c'est la partie hardcore gamer. Et si j'ai bien tout compris, hardcore gamer qui refuse d'accepter les filles parce que ce sont des filles, si j'ai bien compris. Et je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Ce que je veux dire à travers mon pavé, c'est que, en fait, dans des jeux compétitifs tels que League of Legends, tels que tous les Battle Royale, les jeux où on joue pour gagner, ça peut s'apparenter à du sport dans un aspect compétitif. Et le sport dans un aspect compétitif, donc comme pour le jeu, on est là pour gagner. L'objectif, c'est de viser la performance. Et en fait, pour que les filles puissent jouer, entre guillemets, au sport, désolé mesdames, ça va paraître totalement sexiste et je m'en excuse, mais on a dû créer une catégorie filles parce que les performances féminines et masculines, en moyenne, sont différentes. Donc, ça se voit avec les records, comme je l'ai noté, ça se voit avec les records mondiaux. Les records mondiaux masculins sont plus hauts que les records mondiaux féminins. Et donc, dans une discipline telle que l'e-sport où l'aspect physique n'entre pas en compte, c'est absolument pas pertinent, je pense, de faire une catégorie fille et une catégorie garçon. Donc, ce qu'il reste, c'est uniquement la performance pure. Et qui est le meilleur? Et actuellement, il y a très peu de filles qui arrivent à se hisser au niveau des meilleurs joueurs et joueuses mondiaux. C'est pour ça qu'on n'en voit pas au niveau de la compétition. Et pas parce que ce sont des filles. Il y a eu des tentatives d'équipes féminines. Je peux vous citer Veivictis Gaming, qui est une équipe e-sport 100% féminine sur League of Legends, qui a intégré la Ligue russe, je ne sais plus en quelle année. Mais en fait, elle a essuyé un record de 0 victoire pour 28 défaites sur toute l'année. Elles se sont fait littéralement rouler dessus par toutes les équipes et Riot Games a décidé de les exclure de la compétition parce qu'elles ne tenaient pas la route, en fait. Mais pas parce que ce sont des filles, parce qu'elles n'étaient pas assez performantes pour le niveau que la compétition demandait. Et voilà, et je pense que c'est un faux débat de dire il n'y a pas de filles parce que les garçons les excluent. Non, c'est pas faux. C'est pas vrai. Il n'y a pas de filles parce qu'actuellement, elles ne sont pas au niveau, malheureusement, des garçons. Alors, oui, pardon. Non, je vais. C'était pour rejoindre ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les femmes n'ont peut-être pas le bon niveau ou le même niveau parce qu'elles n'ont pas autant de temps à consacrer sur une carrière ou sur une vie de famille que les hommes. Donc, il faudrait voir sur conditions équivalentes, est-ce qu'on arriverait à performance équivalente? Parce que justement, dans l'e-sport, c'est un avatar. Moi, je peux jouer avec des gens, je ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes, et d'ailleurs, ça m'importe peu. Je suis d'accord, moi aussi, bien sûr. Mais justement, cette évolution, on l'a déjà vue au travers du sport, justement. Au travers du sport, les athlètes féminines professionnelles ont, je pense, à peu près autant de temps que les athlètes masculins. Et on voit des disparités.
C'est encore les femmes malheureusement qui font des enfants et même les athlètes féminines. Heureusement qu'il y a des travaux sociologiques qui montrent bien comment aujourd'hui c'est compliqué pour elles, même au plus haut niveau. Je vais répondre point par point parce que c'est hyper intéressant. Je suis ravi que tu poses de toutes ces questions. Alors, c'est peut-être une incompréhension et c'est moi qui me suis mal exprimé. À aucun moment il a été dit que c'était à cause de cette masculinité toxique que les femmes ne performaient pas au plus haut niveau. Je pense que depuis le début de la conférence, tout le monde a montré différents facteurs qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui, il y ait moins de femmes dans la tech, dans le jeu vidéo et l'e-sport. Que ce soit une construction sociale genrée qui éloigne les petites filles à faire de la compétition, qui les éloigne de la tech, qui les éloigne du jeu vidéo, qui ait eu un marketing genré du jeu vidéo qui historiquement a éloigné les filles à s'intéresser aux jeux vidéo, qui ait eu une hypersexualisation des personnages féminins, ou alors qu'elles soient juste des objets qui soient des trophées à l'intérieur du jeu, qui a pu éloigner, ou en tout cas faire en sorte qu'elles ne s'y intéressent pas, que c'est une industrie qui est dominée pas 85% par des hommes, avec des hommes qui font des jeux qui sont à destination d'hommes avec des représentations hypersexualisées des femmes, peut aussi l'expliquer. On n'a même pas évoqué les questions de toxicité en ligne et ainsi de suite. Donc tout ça fait que il n'y a pas de masse de joueuses féminines compétitives, donc forcément elles sont moins nombreuses, donc il y a moins de talents qui vont émerger. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des femmes qui performent au plus haut niveau. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les femmes qui ont les plus beaux palmarès au plus haut niveau, c'est que sur des jeux individuels. Scarlett sur StarCraft, Kayane sur Street Fighter, Lion sur Hearthstone. À chaque fois, c'est des femmes, étonnamment, qui jouent sur des jeux individuels. Ça veut dire des jeux, des compétitions, ou en tout cas des jeux dans lesquels elles n'ont pas à fréquenter d'autres hommes pour pouvoir pratiquer. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de barrière pour pouvoir ne serait-ce que trouver une équipe. Elles sont seules. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas chez les équipes, enfin en tout cas chez les jeux collectifs? C'est ça la vraie question. Si finalement les femmes elles sont capables de performer aussi bien que les hommes, comme c'est prouvé sur les jeux individuels, pourquoi est-ce que ça ne marche pas sur les jeux collectifs? C'est peut-être qu'il faut se poser des questions au niveau de comment les hommes les accueillent. Donc moi je dis pas qu'il y a des joueurs hardcore qui font en sorte que les femmes elles peuvent pas arriver au plus haut niveau. Et d'ailleurs très honnêtement dans l'industrie sportive, notamment au niveau professionnel, tout le monde est plutôt favorable à l'apparition de jeunes femmes et de talents féminins. Tout le monde est plutôt, l'industrie elle est plutôt bienveillante au plus haut niveau. Mais par contre la réalité c'est au niveau de la base. C'est comment est-ce que tu fais pour massifier le vivier, j'aime pas trop ce terme, j'ai toujours pas trouvé mieux, mais le pool de jeunes femmes qui font de l'e-sport au niveau amateur. Plus il sera gros, plus on pourra faire émerger des talents et un nombre de talents suffisant qui pourra finalement, on va dire, concourir au même niveau qu'avec les hommes. Mais pour l'instant, c'est que comme on va dire au niveau grassroots amateur, les femmes, elles n'ont pas envie de jouer parce que justement le modèle dominant, c'est la masculinité geek. Et que si elles ont en plus pas de temps pour pouvoir pratiquer, bah à ce moment-là, on ne peut pas massifier cette scène et on ne peut pas faire émerger ces talents. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais dire que cette masculinité geek ou que ces joueurs hardcore faisaient en sorte que les femmes ne pouvaient pas jouer au plus haut niveau, mais c'est indirectement que ça y participe. Et aujourd'hui, je veux dire, il y a de la littérature scientifique à foison maintenant sur le sujet, quoi. Ça fait au moins 3-4 ans qu'il y a suffisamment de travaux qui ont montré à quel point finalement, ce parcours pour les jeunes femmes pour atteindre le plus haut niveau est assez chaotique, bien plus délicat que celui des garçons. C'est juste ça. Et après, si je peux... Ah ouais, vas-y. Bah, je voulais juste reprendre le côté équipe russe. Alors pour le coup, je trouve que c'est un très mauvais exemple parce qu'en fait, cette équipe-là, en fait, elle s'est dissoute et la structure n'a pas voulu laisser un slot vide. Et ils ont joué à un coup de com', ils ont pris en fait des filles, mais malheureusement, même moi, quand ils ont sorti l'équipe, j'en connaissais aucune des filles et pourtant j'ai joué en international. À cette époque-là, je jouais encore et j'en connaissais aucune. Donc c'est vraiment une équipe plus vitrine prise pour leur physique aussi, j'ai l'impression, et elles ne jouaient pas en fait. Toi, je pense que tu connais League of Legends, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est 5 rôles différents. Et ces filles-là avaient tendance à jouer le même rôle en fait, et non pas être dédiées sur leur propre rôle. Et après, il y a énormément de filles qui sont extrêmement douées, mais qui jouent également sur les scènes exclusivement féminines parce que c'est aussi plus facile. Il y a aussi des salaires. Malheureusement, en fait, pour moi, cette scène est néfaste pour les femmes parce que ça pourrait être génial si c'était un tremplin, mais en fait, ça crée une zone de confort et les filles ne veulent plus en sortir finalement parce que c'est facile. De faire quelque chose en e-sport, même s'il y a quelques exceptions qui sortent en fait de ceux qui ont bien poncé, si je puis dire, la scène féminine et qui sortent en fait et qui partent
en équipe mixte qui y arrivent, mais c'est des ligues majeures, mais régionales. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne les verra pas encore aux Worlds, mais moi j'ai bon espoir qu'un jour, si ça continue comme ça, les femmes en fait se rendent compte qu'elles sont capables et qu'avec le bon encadrement, et qu'elle repousse aussi le projet bébé, elle puisse faire des choses. Très sincèrement, j'ai bon espoir en tout cas qu'elle s'en sorte et que on ait en réalité ce qu'a proposé Riot dans son clip cette année pour les Worlds, une femme qui court également vers la coupe. Moi j'ai bon espoir en tout cas que ça arrive. Je ne sais pas exactement quand, je ne pourrais pas donner de date, mais Cette c'est pas image, elle fait impossible. débat d'ailleurs, Oui, bah oui. Et justement. sans même repousser le projet bébé, ce soit juste que ce soit le père prenne cette charge tu vois, de se répartir l'éducation du bébé. Moi, je pense qu'on peut être une performeuse de très haut niveau et aussi être une maman, mais juste il faut libérer du temps. Et ça passe notamment par l'allongement du congé paternité pour les hommes. Je veux dire, c'est symbolique. C'est le fait de montrer qu'aujourd'hui, ce congé paternité, ça soit compliqué de l'allonger en France, montre bien qu'on a encore cette vision très archaïque que c'est à la femme de s'occuper de l'enfant et pas du tout au papa, quoi. Donc c'est le cas. Et je rebondis, hein, Vaevictis, c'est un très mauvais exemple parce que c'est vraiment un coup marketing. L'équipe s'était dissoute avant et pour ne pas payer, ils ont pris des filles au hasard qui n'étaient pas du tout au niveau. Donc c'est vraiment un mauvais exemple. Si tu veux prendre un autre exemple, prends l'équipe Out of Blue de Airbus qui pour le coup a performé jusqu'au plus haut niveau, des joueuses salariées professionnelles qui, lorsqu'elles participaient à des LAN face à des hommes, au niveau, on va dire, sub-top, donc ça veut dire pas le meilleur niveau, mais au niveau juste en dessous, franchement, elles avaient de compte à rendre à personne, quoi, réellement, avec notamment une ou deux joueuses qui performent au plus haut niveau, enfin qui ont performé au plus haut niveau. Donc c'est possible. Aujourd'hui, il y a encore cette idée que faire une équipe mixte, mettre des hommes et des femmes ensemble dans une même équipe, ça va être compliqué. Les hommes, ils vont pas être capables de contenir leurs instincts sexuels qui vont leur donner envie d'être des prédateurs. Enfin, tu vois, je veux dire, on arrive à mettre des hommes et des femmes dans des sous-marins ensemble pendant des mois sans qu'il y ait aucune prédation. Je pense qu'on est capable d'y arriver, quoi. C'est encore des stéréotypes qui perdurent finalement dans les représentations communes, quoi. Et il faut dépasser un petit peu ça, quoi. Et là où je lisais, hein, tu as une vision très axée performance de l'e-sport et de la compétition, mais c'est pas obligé d'être axé que autour de la performance en plus, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, comme pour le sport, il y a le sport de très haut niveau et je pense que toi et moi, on pratique pas du sport de très haut niveau et heureusement qu'on a le droit de faire du sport de pas très haut niveau. Donc, on a le droit aussi de faire de l'e-sport de pas très haut niveau et de faire juste de l'e-sport de loisir pour le plaisir et de pas être que dans la performance, mais plutôt rechercher, je sais pas, le lien social, le fun, le plaisir, juste progresser à son niveau comme on peut le faire et c'est déjà pas mal, quoi. Il n'y a pas forcément vouloir à tout prix justement être dans la performance qui est pour le coup, c'est un très bon exemple des critères de la masculinité geek. Et j'allais justement reprendre ce même exemple de Out of Blue pour parler d'un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. C'est la visibilité qu'apportent les médias aux joueurs, on va dire joueurs, parce que c'est vraiment sur ça qu'ils se focus de base, dans l'e-sport. Aujourd'hui, des joueuses, des très bonnes joueuses, il y en a plein, mais on n'en parle pas, que ce soit dans la presse, dans les médias, etc. Le dernier article justement que j'ai pu lire sur une ligue féminine ou sur l'e-sport féminin, c'était la victoire en 2019 de l'équipe d'Airbus. Mais il y a aussi ce rôle des médias de mettre en avant ces profils-là pour les faire grandir. Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on s'intéresse à qui? On va s'intéresser à Faker sur League of Legends, on va s'intéresser à Caps, à tous ces gros noms de la scène professionnelle, mais qui sont que des hommes au final. Et une femme, aujourd'hui, on ne la mettra pas en avant. Et il y a un problème à ce niveau-là aussi pour les faire grandir. Parce qu'elles sont nombreuses, on en a déjà 8, je sais, alors c'est peut-être pas 8, mais chez Women in Games qui sont niveau master, des challengers, il y en a, j'ai déjà vu passer plusieurs pseudos, mais voilà, on n'en parle pas. Ça reste un travail de fond, hein. Enfin, on en revient toujours au même point, hein. Voilà. Donc après, vraiment à cette compétition, en fait, parce que tu parlais de Caps et de Faker, après, c'est un peu difficile de mettre à comparaison les mêmes choses. Mais en effet, oui, ça manque aussi de visibilité. Et c'est pour ça aussi que côté incubateur, on fait des exercices qui sont aussi sur hors game, qui sont sur la prise de confiance aussi,
Nicolas en a parlé aussi brièvement, mais l'alimentation et le sport, c'est quelque chose de super important aussi pour pouvoir performer. En fait, le sommeil, en fait, on devient vraiment un sportif à part entière, et c'est des choses qui sont super importantes, c'est des fondamentaux et qu'on n'avait pas jusqu'ici et qui sont en train donc d'être bien heureusement intégrés dans les routines des joueurs, même en amateur, hein. Si on veut vraiment performer en soi, même pour son propre plaisir, c'est bien de rester en forme et de faire attention à tous ces points-là, hein. Donc c'est pour ça, que la méditation, c'est quelque chose d'important et qu'on travaille aussi dessus et qu'on apprend aussi aux filles à s'exprimer, à Ah, Oh, oh, bah, on l'a perdu. on a Sur perdu. le mot s'exprimer, c'est tellement Ah, dommage. Ouais. oh. Oui. Et ça va de pair aussi avec la professionnalisation, hein. Pour rebondir, c'est que c'est hyper important de professionnaliser la scène féminine. Ouais. Et parce que en fait, en salariant les jeunes femmes qui sont des joueuses, ça leur libère tout le temps pour ne faire que ça. Que Parce que ça. c'est ça aussi l'un des problèmes, c'est que quand tu es une jeune femme et que tu as envie de progresser et de te donner à fond dans l'e-sport, eh ben, ce sera toujours moins bien accepté que lorsque tu es un garçon et qu'on te donne et que tu dis que tu as envie de faire la même chose. Chez toi, tes parents, ils vont moins accepter si tu es une jeune fille que tu joues beaucoup aux jeux vidéo qu'un garçon. On va t'offrir moins de possibilités dans des associations e-sportives parce qu'il y en a moins qui acceptent des jeunes femmes. Et donc, ça sera toujours plus compliqué. Et le fait de salarier des jeunes femmes pour être joueuses, et ce qu'a fait Out of Blue, et on voit le résultat que ça a eu, ça a été un super résultat, c'est parce qu'ils les ont salariés, c'est que tout d'un coup, ça a été des jeunes femmes qui ont pu se consacrer à temps plein à leur entraînement et leur pratique pour enfin être à niveau égal avec les hommes qui y passaient exactement ce temps-là aussi, quoi. C'est que toujours les femmes ont moins de temps, plus d'obstacles. L'exemple de Ophélie qu'elle met dans le chat est très bon, hein. Guégouri, elle a dû, donc la seule jeune femme qui est en Overwatch League, elle a dû passer par des étapes parce que les gens l'accusaient de tricher parce qu'ils la trouvaient trop forte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours plus d'obstacles pour les jeunes femmes. J'en suis navré, mais c'est ça la réalité, quoi. Voilà. Angélique. Oui, coupure. Merci d'avoir rebondi en tout cas. Est-ce que Il y avait, Ouais, vas-y, vas-y. il y avait une autre question dans le chat de Hugo qui citait Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Control et Plague Tale Innocence pour dire est-ce que le choix dans ces jeux d'une héroïne féminine donc contribue à l'identification pour les filles? Est-ce que ça aide? Voilà, est-ce que ces jeux vous parlent? Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? C'est inévitable, hein, que ça aide à qu'elle puisse s'identifier à un personnage et justement améliorer cette image que les jeux sont faits pour des hommes, par des hommes, hein. Ça a été vraiment longtemps dit et illustré par justement Assassin's Creed, hein, on en parlait tout à l'heure, avant qu'ils décident enfin de mettre un personnage féminin dans un opus dédié. Il y a beaucoup de jeux voilà, qui ont pris ce tournant-là et je pense qu'il faut poursuivre, hein. C'est un rôle des éditeurs de continuer cette démarche, de pouvoir laisser au joueur, à la joueuse, de personnaliser son avatar comme elle le souhaite, d'interpréter un homme ou une femme. C'est comme ça qu'on arrivera à retrouver la parité, alors dans un premier temps, hein, parmi les joueurs et après dans l'industrie. On a pas mal de témoignages de jeunes femmes qui expriment tout à fait leur attachement à une licence parce que justement il y a des personnages féminins qui sont jouables, parce qu'elles elles ont plus envie de jouer un personnage qui les ressemble, quoi, d'une certaine manière. Plus de diversité, plus de possibilités d'aller toucher de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses, quoi. Et pas simplement masculin ou féminin, hein, c'est d'aller aussi dans tout le spectre des genres qui puissent exister, quoi, de manière générale, quoi. Donc concrètement, on va dire, on a suffisamment de témoignages aujourd'hui pour dire que oui, ça peut être utile, quoi, clairement. Eh bien, l'heure avance, dis donc. Si l'une ou l'un d'entre vous a un dernier mot, je suis à l'écoute. Sinon, de base, avant tout, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et pour vous exprimer, argumenter et défendre. Pour répondre aussi, merci à Alexandre d'avoir posé la question, le pavé, ce qui aura permis au final d'avoir des réponses de chaque personne pour pouvoir rebondir dessus. Donc, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous aurait une phrase à ajouter, un mot de la fin, une conclusion? Non, on est bon.
Sur cette slide, juste pour vous signifier que vous pouvez continuer les échanges. Alors, sur Slack, pour ceux qui sont membres du club business, pour les autres personnes, si vous voulez rejoindre le club business, vous pouvez avoir le lien ci-dessous. Cette vidéo est enregistrée, sera publiée sur notre YouTube et sera envoyée avec un lien privé aux personnes qui ont participé, qui ont assisté à la visioconf. Et d'un point de vue calendaire, bientôt, dans 2 mois, nous l'agence e-sport, soufflerons notre première bougie. Et je profite de cette première bougie pour à nouveau vous remercier parce que c'est grâce à des personnes comme vous et les animations auxquelles vous pouvez contribuer qu'on a la chance d'exister, qu'on a la chance de rayonner. Donc, merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Oui, merci de vos interventions. Merci pour l'invitation surtout. Et passez une excellente soirée. Ça sera un plaisir de rediscuter à nouveau avec chacune et chacun d'entre vous. Merci Rodolphe, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Merci Bonne soirée à beaucoup. tous, Bonne merci. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Au revoir.